Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le Premier ministre supervise les manifestations marquant le démarrage du programme national de revitalisation du patrimoine des valeurs organisé sous le patronage du président de la République. Le Sénat adopte 3 projets de loi. Le premier est une loi d'orientation sur la société de l'information, le second sur le cybercriminalité et le troisième autorisant la ratification de la Convention de coopération dans le domaine sécuritaire. Le ministre de l'Hydraulique visite les sites de forage de puits dans la Muqata'a de Bir Mougrain relevant de la wilaya de Zouerat. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. La participation du président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, aux travaux du sommet Forum sino-africain sur la coopération à Johannesburg en Afrique du Sud vient booster les relations déjà solides qui unissent notre pays à la Chine. Rabia Deda revient avec nous sur ce sommet. Conformément aux nouvelles orientations dans le domaine de la diplomatie, la Mauritanie veille de plus en plus sur son image de marque et sa présence sur l'échiquier international. La participation récente du président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, au 12e sommet du Forum sino-africain sur la coopération qu'a abrité vendredi et samedi dernier la ville de Johannesburg en Afrique du Sud, est une illustration de la nouvelle orientation visant à améliorer les relations de la Mauritanie avec l'ensemble des États, sur des bases de respect mutuel et d'intérêt commun. Le sommet de Johannesburg a connu un succès à plusieurs niveaux. Plus d'une quarantaine de chefs d'État de gouvernement ont pris part à cette rencontre qui s'est caractérisée par la concordance des points de vue de l'Afrique et de la Chine sur l'ensemble des questions, et en particulier sur les questions portant sur le règlement des conflits, la sécurité et l'investissement. La déclaration finale du sommet de Johannesburg a souligné que les deux parties sont parvenues à un consensus pour rehausser leur coopération à un niveau stratégique global, afin de faire du Forum sino-africain un modèle à l'ère de regroupement politique et économique. En marge des travaux du sommet, le président de la République a eu des entretiens avec le président chinois et certains dirigeants africains qui ont porté sur les moyens de développer la coopération entre la Chine et la Mauritanie d'une part et la Chine et l'Afrique d'autre part. En route vers l'Afrique du Sud, le président de la République a effectué un arrêt à Malabo où il a eu des entretiens avec son frère et ami, le président équato-guinéen, M. Teodoro Obiang Nguema. À son arrivée comme à son départ de Johannesburg, le président a été l'objet d'accueil et d'un au revoir chaleureux. Les manifestations marquant le démarrage du programme national de revalorisation du patrimoine des valeurs organisé sous le patronage du président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, ont débuté ce matin à Nouakchott. L'ouverture de cette manifestation a été supervisée par le Premier ministre, M. Yahya Al-Haddamine, qui a à cette occasion prononcé un discours que nous traduit ici, cher Saadrou. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, mesdames et messieurs les élus et représentants de la société civile, mesdames et messieurs les chercheurs et érudits, mesdames et messieurs. Notre pays se caractérise par des marques de vertu nées de la manière de vivre ensemble de ses différentes composantes et des bons souvenirs dont il jouit à travers les siècles. Ces marques de vertu sont ancrées dans un ensemble de valeurs et de morale auxquelles nous nous attachons, que nous défendons et que nous propageons dans le monde à travers les voyages de nos oulémas et excursions de nos commerçants dans tous les coins du monde. Ils ont toujours été des messagers de propagation du savoir, de l'amour et de la paix, avant toute chose et fidèles à tout ce que dicte l'islam. Ce sont ces vertus et valeurs dont nous avons besoin aujourd'hui et auxquelles nous devons nous y attacher avec force au moment où nous faisons face à des courants mondiaux envahissants et aux dangers qu'ils portent sur les identités culturelles des peuples, desquelles résultent de fortes secousses qui entachent les réputations, entraînent la désunion et enracinent la peur et l'insécurité partout. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, a pris conscience de cette réalité avec toutes ses dimensions et donné ses instructions au gouvernement pour adopter un large programme ambitieux de restauration
de préservation, de vulgarisation du patrimoine pour le mettre à la portée de toutes les composantes de notre peuple, en particulier les jeunes et les enfants. Il s'agit pour lui de provoquer une nouvelle dynamique, dotant les générations futures d'une éducation saine et formant les citoyens modèles, imbus de nos valeurs fondées sur l'équilibre, la tolérance, la paix et le rapprochement entre les peuples. Mesdames et messieurs, en appui à ces orientations, j'appelle tous les Mauritaniens à adhérer à cette noble œuvre pour y contribuer, chacun de la position qu'il occupe, pour renforcer notre identité culturelle nationale, faire connaître nos nobles vertus, propager l'esprit de tolérance et de solidarité, reconnaître nos différences, respecter l'autre et propager la culture de la paix dans le monde. Je voudrais à cette occasion renouveler la détermination de l'État mauritanien à préserver les différentes composantes du riche patrimoine culturel de notre Oumma, de s'inspirer de sa haute signification. C'est que les grandes réalisations accomplies dans tous les domaines de la vie dans notre pays ne peuvent être porteuses que dans une société réconciliée avec elle-même, en harmonie avec ses valeurs et soucieuse de mobiliser tout ce qui est de nature à garantir la pérennité des vertus comme la sincérité, la gestion rationnelle de ses affaires, autant de valeurs inspirées de notre civilisation islamique, arabe et africaine. Qu'Allah guide nos pas tous et assure sécurité, justice, équité et prospérité pour notre peuple, pour bâtir une Mauritanie forte de ses valeurs et engagée sur la voie de la construction. Sur ce, je déclare le lancement officiel du programme de revitalisation du patrimoine des valeurs. Ce programme, dont la cérémonie de lancement a été présidée par le Premier ministre, M. Yahya Al-Haddamine, dont vous venez de suivre son discours, se fixe comme objectif la réécriture d'un contrat social national à travers la restitution et la revalorisation de notre patrimoine moral construit et consolidé à partir de ses valeurs fondamentales. Retour à Rabia Deta. Le lancement du programme national pour la revitalisation du patrimoine des valeurs sous le haut patronage du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a été l'occasion de présenter un programme basé sur de multiples plateformes, telles que le plaidoyer à travers la mobilisation et la sensibilisation sur la consolidation de l'identité culturelle nationale et la définition de notre patrimoine, de nos valeurs vertueuses qui se distinguent par l'esprit de tolérance, de solidarité, de reconnaissance de la différence, du respect des autres. Toutes ces valeurs contribuent à la transmission de la culture de la paix dans le monde. La ministre de la Culture et de l'Artisanat, Mme Hindou Mtahinina, a à cette occasion mis en exergue que le lancement du programme national pour la revitalisation du patrimoine des valeurs permettra l'appui au développement et à la consolidation du patrimoine dans le contexte de la mondialisation. La ministre a énuméré certaines réalisations du secteur qui, avec le soutien de diverses associations et organisations non gouvernementales, ont contribué à l'enregistrement et à la classification de plusieurs biens culturels de notre patrimoine national. Elle a expliqué que l'adoption du programme national du développement culturel par le gouvernement représente une réforme culturelle, en ajoutant que les objectifs du programme ne peuvent être atteints sans l'implication de toutes les composantes de la société, c'est ce qui permettra la stabilité nécessaire à son application. À son tour, le représentant de l'UNESCO au Maghreb a rappelé que les valeurs humaines constituent la base de la cohésion de l'humanité. La Déclaration universelle des droits de l'homme affirme l'égalité en droit et en dignité de tous les êtres humains sans distinction. Cet idéal commun est à atteindre pour tous les peuples et toutes les nations. Le climat mondial de tensions accrues entre et au sein des sociétés appelle à la nécessité de renforcer les compétences interculturelles. Ces compétences englobent les attitudes, les connaissances, la compréhension, permettant une interaction et une communication efficace, ainsi que des relations positives et constructives. Elles promeuvent une compréhension de soi à travers la rencontre avec la différence culturelle. Ce programme national permettra la restauration, la préservation, la vulgarisation du patrimoine afin de le mettre à la portée de toutes les composantes de notre pays. Cette nouvelle dynamique permettra de doter les générations futures d'une éducation saine et formant le citoyen modèle.
Dans l'actualité parlementaire, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed El Boilil, a reçu en audience aujourd'hui le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les affaires des réfugiés en Mauritanie, Dr Mohamed Allouche. La rencontre a été l'occasion de passer en revue les questions d'intérêt commun. L'audience s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Abdullah El Saleh, et du député Mohamed Mahmoud El Hanana, membre du groupe parlementaire mauritanien pour les droits de l'homme. Nous restons à l'Assemblée nationale où la Commission des relations extérieures à l'Assemblée nationale a consacré la réunion qu'elle a tenue aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El Seyid El Ghalay, son président, à la discussion de 2 projets de loi portant sur le Code international de la navigation et du transport sur le fleuve Sénégal et la convention créant l'agence de gestion et d'exploitation de la navigation sur le fleuve Sénégal. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, M. Ahmed Salmoud Bachir, a présenté à cette occasion 2 exposés sur les 2 projets de loi et les répercussions positives sur le développement des pays riverains de ce fleuve attendu suite à leur application. La Commission élaborera au terme de la réunion un rapport détaillé sur les 2 projets de loi devant être débattus au cours d'une plénière de l'Assemblée nationale. Je vous le disais en titre, le Sénat a adopté aujourd'hui 3 projets de loi. Le premier est une loi d'orientation sur la société de l'information, le second sur la cybercriminalité et le troisième autorisant la ratification de la Convention de coopération dans le domaine sécuritaire. C'était au cours de 2 séances plénières distinctes présentées par le vice-président du Sénat, M. Ba El-Haj Abdoul. Plus de précisions avec Abdoul Adamaba. Cette plénière tenue au niveau du Sénat a pour objet l'examen du projet de loi autorisant la ratification de la Convention de coopération dans le domaine sécuritaire entre les gouvernements de la République islamique de Mauritanie et celui du Royaume d'Espagne, signé à Madrid le 26 mai 2015. Tenu sous la présidence du vice-président du Sénat, El Haj Abdoul Ba, le gouvernement a été représenté à cette séance plénière par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Ahmedou Ould Abdallah. Ce dernier a apporté des éclairages concernant ce projet de loi qui, dit-il, rentre dans le cadre de la promotion de la coopération sécuritaire entre les 2 pays. Dans le cadre des réponses fournies aux sénateurs, il a souligné que ce présent accord illustre le souci de la Mauritanie de renouer des liens de partenariat avec les pays frères et amis, surtout dans les domaines sécuritaires et le traitement des défis sécuritaires comme le terrorisme, le trafic illicite et la migration clandestine auxquels la région demeure confrontée. Les parlementaires ont, au cours de leurs interventions, évoqué les efforts déployés par les pouvoirs publics en matière de sécurité. Ils n'ont pas manqué de demander des efforts supplémentaires afin de sécuriser notre pays davantage contre les risques qui menacent le monde entier. Ils ont en fait adopté ce projet de loi. Toujours au sein de l'hémicycle, une autre séance plénière s'est tenue sous la présidence du vice-président du Sénat, El Haj Abdoul Ba. L'objet de cette rencontre est de discuter de 2 projets de loi, dont le premier porte sur l'orientation de la société de l'information et le second sur la cybercriminalité. Le gouvernement a été représenté à cette séance plénière par le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, Dia Mokhtar Malal. Ce dernier a indiqué à propos du premier projet de loi qu'il vise à tracer les grandes orientations de la société mauritanienne de l'information, notamment les bases juridiques et institutionnelles. Il a dans ce cadre rappelé l'adoption par la Mauritanie d'une stratégie nationale de modernisation de l'administration et des technologies de l'information et de la communication 2012-2016. Concernant le second projet de loi relatif à la cybercriminalité, le ministre a indiqué qu'il s'inscrit dans le cadre du plan d'action de son département se rapportant aux technologies de l'information et de la communication, ce qui, dit-il, permettra la mise en place de conditions favorables afin de tirer profit de multiples domaines tels que l'enseignement, la santé, le commerce et la protection de l'environnement. Les sénateurs ont salué l'intérêt accordé par les hautes autorités du pays pour le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ils n'ont pas manqué de demander la généralisation des réseaux de communication sur l'ensemble du territoire national. Ils ont enfin adopté à l'unanimité ces 2 projets de loi. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a supervisé aujourd'hui l'inauguration de plusieurs mahadras pilotes dans les différentes wilayas de Nouakchott.
Plus de précisions avec Abdelrahman Hamad. Les populations du quartier Touba, dans la Muqata'a d'Elmina, dotent désormais d'une mahadra pilote, prête à accueillir les élèves. L'inauguration de cette mahadra a été faite par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmadullah Daoud, en présence des autorités administratives et sécuritaires, des élus locaux et d'un public local. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le ministre a appelé les responsables des Mahadra modèles à redoubler d'efforts pour réussir cette expérience qui a pour but ultime l'immunisation des jeunes contre l'extrémisme et la déviation et qui garantit leur insertion dans la vie active, sociale et économique, a-t-il précisé. M. Ahmadullah Daoud a souligné que ces Mahadra pilotes sont orientés essentiellement aux zones les plus défavorisées en matière d'enseignement, notamment le triangle de l'espoir et certains quartiers de la ville de Nouakchott, faisant remarquer que l'État prendra en charge toutes les dépenses de ces mahadras à l'échelle nationale, qu'il s'agisse de l'hébergement, des équipements, des salaires ou encore des bourses. Les populations du quartier Touba dans la Muqata'a d'Elmina ne cachent pas leur satisfaction de la réalisation de cette mahadra dans leur quartier et ont remercié les autorités publiques pour l'importance accordée à leur fils. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a eu par la suite des rencontres directes avec les élèves de cette mahadra et s'est inquiet de leur niveau et de leurs conditions de vie. M. Ahmadullah Daoud a par ailleurs visité une autre mahadra pilote dans la Muqata'a de Toujounine consacrée aux filles de ce quartier. Sur place, le ministre s'est informé sur le niveau des élèves et le déroulement des cours. Nous allons à présent à Zouerat, plus précisément dans la Muqata'a de Bir Mograine, où le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Ibrahim El-Mbark Mohamed El-Mokhtar, a visité hier les sites de forage de puits. Au cours de cette visite, le ministre a souligné l'importance des forages et des puits dans la Muqata'a de Bir Mograine, qui dispose cette année d'une importante réserve de pâturage. Abdul Adama, toujours. S'enquérir de l'état des travaux de forage des puits à Bir Mograine, telle est la motivation de ce déplacement du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Brahim Ould Mbarek Ould Mohamed El-Mokhtar. Sur place, il s'est enquis des conditions de ces forages de puits de cette Muqata'a, disposant cette année d'une importante réserve de pâturage. Il a indiqué que le département qu'il dirige a arrêté pour l'année 2015 un important programme de recherche de 12 zones dans la Muqata'a. Ce programme de recherche concerne toujours, selon le ministre, la partie nord qui présente des indices favorables à la découverte de nappes phréatiques. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a par ailleurs tenu une réunion avec les éleveurs qui s'activent dans cette zone. Réunion au cours de laquelle il a affirmé l'engagement du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, visant à promouvoir et moderniser cette Muqata'a. Il a, dans ce sens, mis en exergue l'inauguration de plusieurs projets de développement jouant un rôle essentiel dans l'amélioration des conditions de vie des populations de Bir Mograine. Les éleveurs ont à leur tour loué les efforts considérables déployés par le gouvernement en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Il faut rappeler que cette visite s'est déroulée en présence du Wali d'Idriss Zemmour et du Hakem de la Muqata'a de Bir Mograine. Au nom du président de la République et dans le cadre des festivités commémoratives du 55e anniversaire de l'indépendance nationale, le ministre de l'Éducation nationale, M. Ba Ousmane, a décoré aujourd'hui certains responsables de son département lors d'une cérémonie dans les locaux de l'école fondamentale d'excellence à Tavrarzena. Il s'agit des personnalités suivantes. Médaille d'honneur première classe, Mme Saviye Mtbomba, directrice régionale de l'éducation nationale à Nouadhibou. M. Sidatiou Cheikha, directeur du lycée d'excellence. M. Li Oumar, inspecteur régional. Médaille d'honneur deuxième classe, M. Cheikh Mahfouz Mohamed Mahmoud, particulier du ministre. M. Mohamed Salim, directeur de l'école fondamentale d'excellence. M. Amadou Valili Atié, directeur d'une école fondamentale à Adel Bagro. Médaille d'honneur troisième classe, M. Mohamed Mokhtar Ould Mahmoud, professeur au lycée d'excellence. M. Houma Bedri Adine, enseignant à Toufoundé Sivé. Ont assisté à la cérémonie de décoration le secrétaire général et des responsables centraux du département de l'éducation nationale. Le commissariat à la sécurité alimentaire a réceptionné aujourd'hui 7 852 tonnes de riz,
dons du gouvernement japonais à la Mauritanie. Dans un mot prononcé au cours d'une cérémonie organisée pour la circonstance, le commissaire à la sécurité alimentaire, M. Mohamedou Ahmed Salem Mohamed Rara, indiquait que ce don traduit la solidité des relations existantes entre la Mauritanie et le Japon. Il a ajouté que le don contribuera à améliorer le niveau de vie des populations, remerciant le gouvernement japonais pour l'appui qu'il n'a cessé d'accorder à la Mauritanie dans le domaine de la sécurité alimentaire. L'ambassadeur du Japon et en Mauritanie, son Excellence M. Yun Yoshida, s'est félicité de la forte volonté dont fait preuve le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, face à l'insécurité alimentaire et à la pauvreté qui constitue, a-t-il dit, un défi pour les pays du Sahel. La ville de Chami a abrité ce matin le coup d'envoi des travaux de l'atelier préparatoire du lancement des projets de développement dans cette nouvelle ville. C'est un atelier organisé par le Bandarguin avec l'initiative mondiale pour l'urbanisme. Abdelrahman Hamad. Cet atelier a pour objectif l'examen des voies susceptibles de mettre en place des projets de développement dans les différents domaines, dans le but de promouvoir et de moderniser la Muqata'a de Chami qui abrite les Bandarguins de manière compatible avec les écosystèmes. Dans un mot pour l'occasion, le secrétaire général adjoint du gouvernement, M. Mohamed El-Hanchioul Mohamed Saleh, a indiqué que cet atelier s'inscrit dans le cadre d'un partenariat fructueux entre l'initiative mondiale pour l'urbanisme et les parcs nationaux du Bandarguin, partenariat visant à transformer la jeune ville de Chami à une ville moderne qui offre à l'homme une vie digne, la sécurité, le confort, et c'est en parfaite harmonie avec son environnement. De son côté, le directeur général du Parc national du Bandarguin, Maître Ali Mohamed Salem, a précisé que le Bandarguin œuvrera en collaboration avec les autorités administratives et communales de la ville de Chami et l'initiative mondiale pour l'urbanisme pour mettre en œuvre les recommandations de cet atelier dans le but de trouver les solutions adéquates aux défis actuels, mais aussi de tracer les contours d'une vision de l'avenir faisant de la ville de Chami et du Bandarguin un pôle de développement où l'homme vit en toute sécurité et confort et en parfaite harmonie avec son environnement et son milieu naturel. Le président de l'initiative mondiale pour l'urbanisme, Dr Mahmoud El-Akif, a quant à lui passé en revue les actions menées par l'initiative, promettant d'engager des projets de développement et de modernisation dans la ville de Chami. Un engagement vivement salué par le maire de Chami, M. Limam Boudsidi, qui a remercié au nom des populations de Chami les responsables de cette initiative pour ce geste en faveur de la ville. Plusieurs axes seront abordés par les participants dans les 2 jours de l'atelier, notamment les caractéristiques de la ville, son potentiel et les perspectives. Les questions économiques, environnementales, sociales, sanitaires et éducatives de la ville de Chami seront également examinées par les participants en vue de lancer des projets de développement dans cette ville. Au même chapitre, le secrétariat adjoint du gouvernement a effectué une visite en compagnie de la délégation de l'initiative mondiale pour l'urbanisme au centre de santé, à l'école et au bureau administratif de la Muqata'a de Chami. La délégation a suivi les explications détaillées sur ces infrastructures. Les travaux de la 14e réunion des chargés de liaison du système de prévention et de réaction rapide en région occidentale ont été ouverts aujourd'hui, organisés par le Centre national de lutte anti-acridienne en partenariat avec la FAO, à travers l'organisation de lutte anti-acridienne en région occidentale. Compte rendu Malika Naqli. Cette 14e réunion des chargés de liaison du programme Impress-RO en région occidentale regroupe, outre les 5 pays du Maghreb, le Sénégal, le Tchad, le Burkina Faso et le Mali. Le but étant une stratégie de lutte pérenne contre le fléau que représente le criquet pèlerin. Au cours de ces travaux et pour cette première journée seront notamment présentés le bilan et les activités réalisées et celles prévues par chacun des pays. Le bilan des activités de la coordination Impress-RO en 2015 et l'état des lieux de la mise en œuvre de la feuille de route sur les mécanismes financiers de cette lutte. M. Mohamed Amin El-Hamouni nous en dit plus sur le but de cette réunion.
Cet atelier vise à revoir et évaluer la performance de mise en œuvre du plan d'action 2015 et élaborer un plan d'action pour 2016 qui s'articule autour des axes prioritaires de la Commission de lutte contre les criquets pèlerins en région occidentale, à savoir le plan de gestion du risque, la formation, le suivi environnemental, le suivi et évaluation et d'autres thématiques qui serviront de base pour élaborer le plan d'action pour 2016. La secrétaire générale du ministère de l'Agriculture, Mme Maaziza Mtqadbal, a mis l'accent dans son allocution sur la priorité accordée par le gouvernement à la lutte contre ce fléau. C'est à cet effet, dit-elle, qu'a été mis en place le Centre national de lutte anti-acridienne, dont les efforts ont donné des résultats tangibles. Cette lutte contre le criquet pèlerin est effectuée sur la base d'une stratégie de lutte préventive, notamment de veille des lieux d'envol et de rassemblement de ces criquets, qui sont l'objet de destruction par les autorités compétentes. De son côté, le représentant de la FAO a mis en exergue les résultats positifs du programme en presse. Le programme en presse en région occidentale a connu des résultats très positifs depuis son démarrage en 2006, avec le renforcement notoire des capacités des unités nationales de lutte anti-acridienne. Ce programme en est actuellement à sa deuxième phase qui, de la période initialement prévue de 2011 à 2014, a été reporté de 2014 à 2017. Et au cours des années 2014 et 2015, des pas importants ont été franchis pour que la stratégie de lutte préventive soit durable dans la région. Je voudrais ainsi souligner les travaux réalisés pour la mise en place d'un système de financement durable de la lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale. Je voudrais aussi rappeler l'engagement des pays à ce sujet qui ont décidé d'abonder à partir de leur contribution au fonds fiduciaire de leur commission un fonds d'urgence régional. La commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale prévoit une réunion des ministres en charge de cette lutte à Alger qui devrait permettre de décider des moyens de pérenniser la stratégie de lutte préventive, en particulier le renforcement de la coopération régionale et le financement durable de cette lutte. Les rideaux sont tombés sur les journées portes ouvertes visant à faire connaître l'aéroport international Oumou-Tounsi. Ces journées qui étaient organisées par le ministère de l'Équipement et des Transports en collaboration avec la société Najah des grands travaux chargés de la construction de l'aéroport ont permis aux populations, aux parlementaires et aux membres du gouvernement de découvrir cette nouvelle infrastructure. Retour à Malika Nagli. Cette dernière journée porte ouverte organisée par le nouvel aéroport international Oumou-Tounsi a été l'occasion pour des détachements militaires de sécurité et des cadres de différents départements ministériels de visiter ce joyau architectural. Cela leur a permis de recevoir au cours de leur passage dans les différentes parties de l'aéroport d'amples explications techniques à même de les édifier sur les différentes activités menées et le rôle prépondérant que cet aéroport aura sur l'économie nationale. On ne peut, dit-il, que constater l'œuvre colossale que représente cet aéroport qui offre une vitrine nouvelle à la Mauritanie, ce qui, sans nul doute, plaira aux nombreux voyageurs de passage et qui pourrait ainsi avoir à redire sur l'ancien aéroport. Celui-ci présente ses félicitations à la population mauritanienne pour cette œuvre d'art qui est à la gloire de la Mauritanie et qui représente une infrastructure importante pour l'économie nationale. Il est légitime pour les Mauritaniens d'être on ne peut plus fiers de cette réalisation qui rivalise avec les aéroports internationaux. Ces journées portes ouvertes ont permis ainsi à de très nombreuses personnes de voir de visu et d'apprécier à sa juste valeur cette réalisation qui répond aux normes modernes en cours. Ces journées portes ouvertes ont permis à la population, et plus particulièrement à celles qui voyagent à l'étranger, de se glorifier de ce chef-d'œuvre national qui répond aux critères internationaux. En tant que membre, dit-il, de l'Union des handicapés, nous avons pu constater que les critères et attention portés à cette frange sensible de la population ont été pris en compte à l'instar des aéroports modernes. L'aéroport international Oumou-Tounsi devrait ouvrir ses portes au cours du deuxième trimestre de l'année prochaine. Situé à quelques kilomètres du centre-ville, les étudiants de la nouvelle université se font rares dans les amphithéâtres à cause, selon eux, des moyens de transport qui, du reste, ne sont pas suffisants selon ces derniers. Les pouvoirs publics ont disponibilisé une quarantaine de bus. Abdul Dabamba. Les étudiants de la nouvelle université de Nouakchott ne fréquentent plus les amphithéâtres. Motif, insuffisance de moyens de transport.
Pour pouvoir suivre les enseignements, les étudiants qui habitent dans leur quasi-totalité dans la capitale s'en remettent à ces bus qui, du reste, ne sont pas en nombre suffisant. Mais ils le disent clairement qu'ils ne sont pas des va-t-en-guerre. On a décidé de faire des revendications pacifiques ici. Il n'y a pas d'agressivité ici, il n'y a pas de torture. On est là. Nous voulons que le ministère des Transports prenne sa responsabilité pour résoudre les problèmes de transport. On n'a pas de bus. Les étudiants sont au nombre de 12 000 ou 13 000. Donc le nombre de bus ne suffit pas. On sait tous qu'un étudiant est négligé, quand il est négligé, c'est tout un avenir. Maintenant, on veut que des bus. Vu que moi j'ai un problème, je quitte de Darnaïm, il faut que je fasse la navette de venir jusqu'au BMD pour prendre un bus de BMD pour l'université. Et c'est des anciens bus, on veut que des bus. Pour ces jeunes étudiants, il y va de leur avenir. Là aujourd'hui, nous ne sommes pas agressifs, nous sommes collectifs. Les problèmes, tout ce qu'on a ici, c'est des problèmes de bus. Ce n'est pas si grave. Cette année, ils ont fait augmenter les étudiants de lettres. Donc pour faire augmenter les étudiants de lettres, il faut augmenter le nombre de bus. Parfois on a des problèmes, même la dernière fois il y a eu deux jeunes filles qui sont évanouies dans le bus. On a ces problèmes-là qui se persistent. Du côté des autorités académiques, le président de cette nouvelle université, Dr Sidioul Mohamed Abdallahi, a indiqué que le nombre de bus était de 23 l'année dernière. Avec le nombre sans cesse croissant d'étudiants, il indique qu'ils ont été obligés d'augmenter ce nombre à 40. Mais il souligne que cela est dû en partie à certains bus qui sont tombés en panne. Il poursuit pour indiquer qu'ils feront tout leur possible pour mettre les étudiants dans de bonnes conditions. Il est plus que jamais nécessaire de mettre ces jeunes étudiants dans les meilleures conditions possibles afin qu'ils soient bien formés et se mettre au service de leur nation. Le club de l'Union pour la culture et le sport féminin a organisé à la nouvelle Maison des Jeunes la première édition de la Coupe de la Première Dame des Arts Martiaux. Cette compétition a vu la participation de 120 clubs, toutes catégories confondues, en karaté, notamment judo, taekwondo et kung-fu. Au cours de cette compétition, le public a assisté à des démonstrations et des médailles ainsi que des coupes ont été décernées aux gagnants. Quant à la Coupe de la Première Dame, elle a été décernée au club de l'Union pour la culture et les sports féminins. Je vous propose d'écouter la secrétaire générale du club de l'Union pour la culture et le sport féminin, Madame Rosa Abdrahman, qui s'est confiée à notre reporter. Qui a organisé cette association pour que les femmes s'intéressent au sport. Elle est essentielle pour la santé et tout. C'est pour cela que Naham Tahmel Al-Talbaï a organisé cette cérémonie-là, pour encourager les femmes et les enfants pour qu'ils s'intéressent au sport. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Premier ministre supervise les manifestations manquant le démarrage du programme national de revitalisation du patrimoine des valeurs organisé sous le patronage du président de la République. Le Sénat adopte 3 projets de loi. Le premier est une loi d'orientation sur la société de l'information, le second sur la cybercriminalité et le troisième autorisant la ratification de la convention de coopération dans le domaine sécuritaire. Le ministre de l'Hydraulique visite les sites de forage de puits dans la Muqata'a de Bir Mougraine relevant de la wilaya de Zouerat. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à très bientôt, Inch'Allah.